parlais sur l'histoire de l'oie en Pologne, parlais de la renaissance de la tradition culinaire en Pologne, un phénomène tout à fait nouveau. L'oie de Saint-Martin est devenue quelque chose d'assez populaire en Pologne. Elle est très liée avec la fête du 11 novembre et particulièrement avec le Saint-Martin lui-même. Saint-Martin en Pologne est parfois représenté dans les églises, sur les autels, avec l'oie. Donc pas seulement avec cette fameuse scène de partage de manteaux, mais aussi l'oie est vraiment symbole du saint en Pologne. Ici, il y a cette deux traditions. Saint-Martin avec son fameux manteau rouge, avec les mendiants, et aussi l'oie de Saint-Martin à côté. En fait, je vais utiliser trois différentes présentations. La première est la mienne, mais je veux aussi, tout ça a été préparé aussi par mes collègues. On est tous les trois de la ville de Toruń, au nord de la Pologne. C'est la région de la Kujawi-Poméranie, et c'est vraiment la région où cette tradition de l'oie de Saint-Martin occupe maintenant une place très très importante à cause de plusieurs régions. La ville elle-même était une grande ville médiévale, donc inscrite à la liste de l'UNESCO. Il y a quelqu'un ici, c'est un cuisinier, un fameux cuisinier polonais, peut-être le plus fameux, Karol Okrasa, qui est venu chez nous pour préparer l'oie avec le pain d'épices. Pourquoi l'oie avec le pain d'épices? Parce que c'est une autre spécialité de notre région, le pain d'épices. Donc, on hésite parfois de quoi il faut parler, les historiens, sur quoi il faut travailler, sur le pain d'épices ou sur l'oie. Mais on a trouvé une résolution, on a fait un pain d'épices séché, sec, très très épicier, utilisé comme les épices. Donc, on propose parfois chez nous cette tradition vraiment extraordinaire de préparer des lois avec le pain d'épices râpé. Ça vient du texte du plus vieux livre polonais de cuisine du XVIIe siècle. À l'université de Tours, les chercheurs en sciences humaines ont dans leur logo une silhouette de l'oie. Donc, c'est l'oie de Touraine, symboliquement, qui est un peu pareil à notre loi, à loi blanche de Kołuda, donc c'est un petit village à côté de Toruń, à côté de notre ville, qui est un grand succès. C'est plutôt une race beaucoup plus industrielle, tout à fait nouvelle, qui est maintenant massivement envoyée en Allemagne, aussi en France. C'est un grand succès de l'exportation de l'alimentation polonaise. Mais aussi, à la fois, il y a beaucoup de races vraiment locales, régionales, et beaucoup de producteurs liés au slow food, liés au petit marché des envies locales. Depuis 6 ans, notre région organise la fête de Saint-Martin, le 11 novembre, parce que le 11 novembre en Pologne, c'est la fête nationale. À vrai dire, c'est peut-être l'explication qui est la plus importante ici, c'est un peu par hasard cette renaissance de la tradition de l'oie de Saint-Martin en Pologne. D'un côté, on a cette grande production des oies, d'autre côté, on a aussi dans notre région l'institut qui s'occupe de l'élevage des anciennes races, de conservation du matériel génétique. Et troisièmement, cette coïncidence extraordinaire, le 11 novembre, c'est la fête nationale de la Pologne, la fête interdite sous la période communiste, réintroduite après 1989. Donc, on a voulu, du point de vue politique, mais aussi économique, traditionnel, culinaire, de proposer la façon de fêter le 11 novembre. Par hasard, c'est le jour de l'indépendance et Saint-Martin. Ce qui explique une grande popularité de ces foires de Saint-Martin en Pologne, exactement dans nos régions, à côté de Toruń, ou à Toruń presque. Parfois, on discute un peu si cette tradition est vraiment polonaise, parce que c'est très lié avec une tradition allemande
mais on souligne que l'oie était consommée en Pologne depuis les siècles. Il y a une tradition ainsi nommée sarmacienne, ça veut dire, bon, c'est un peu mythologique, les nobles de l'ancienne Pologne s'appelaient les sarmates, et ils adoraient les oies. Donc c'était très populaire dans différents livres de cuisine du XVIIe, XVIIIe siècle. Mais à vrai dire, une grande popularité de l'oie, c'est seulement au XIXe siècle en Pologne, comme quand les régions de l'ouest de la Pologne, aussi notre région, du nord-ouest de la Pologne, est devenue un grand producteur de l'oie et différents d'autres aliments pour toute l'Allemagne, parce que c'était une partie de l'Allemagne, donc c'était une grande exportation dans toute l'Allemagne. Et même après la Première Guerre mondiale, comme ces territoires sont devenus polonais, les Allemands ont conservé le goût pour ce type de loi. Et pour eux, la loi de Pologne, c'était pas vraiment étranger. C'était quelque chose, bon, presque régional, national, et c'était une marque. En Allemagne, loi de Pologne, c'est loi de luxe, loi très chère. Parce que c'est vraiment inscrit dans la tradition allemande, beaucoup plus que polonaise d'ailleurs. Hein. Encore il y a 5 ou 6 années, on mangeait très peu de lois en Pologne parce que tout ça était exporté, presque tout ça, bon, sauf une petite production régionale, était envoyé en Allemagne. Donc parfois il fallait acheter les lois polonaises dans les grands magasins allemands ou dans les grandes entreprises allemandes. Les premières recettes sur l'oie, on peut les retrouver dans les premiers livres de cuisine polonais du XVIIe siècle. On a fait même une traduction anglaise. C'est un cuisinier des rois de Pologne, des aristocrates, mais ce qui est important, c'est pas tellement ici, pas tellement cette histoire détaillée, mais quelques exemples de recettes. D'un côté, là, dans ce premier livre de cuisine de 1682, on n'a pas beaucoup de recettes sur l'oie. Mais on a, si je me souviens, quelques 40 recettes qui décrivent les différents plats faits avec les chapons. Mais très souvent, c'est mentionné, il faut prendre un chapon ou l'oie. Donc c'est un peu, bon, on pourrait peut-être pas la même chose, mais l'équivalent, c'est presque médiéval si on les compare avec les recettes françaises du XVIIe ou XVIIIe siècle, parce qu'on ajoute beaucoup de vinaigre, de poivre, de gingembre et d'autres épices exotiques, parfois aussi le sucre. Donc c'est à la fois très épicier, un peu sucré et très très acide. Une autre manière de préparer l'oie ou chapon, voilà, le sucre, maintenant presque interdit quand on prépare la viande, mais traditionnellement, avant le XVIIe siècle, le sucre était plutôt l'épice ajouté aux viandes et poissons, ce qui, maintenant, ça nous paraît étrange, mais les cuisiniers très très modernes, qui ont beaucoup de courage, essayent de revenir à ces recettes qui sont très archaïques ou même exotiques, on pourrait dire presque asiatiques, parce qu'aujourd'hui, ça peut être présenté comme quelque chose de nouveau, extraordinaire, original. En même temps, ils soulignent que c'est une grande tradition, une longue tradition, totalement oubliée, mais quand même tradition, histoire. Ici, on voit que c'est la cannelle, le gingembre, le poivre, mélangés avec le vinaigre et le sucre. Parfois, il y a des recettes qui sont un peu pareilles aux recettes françaises, mais du XVIIe siècle, ça veut dire avec les goûts délicats, avec très peu d'épices, avec cet amour pour les goûts naturels. Ce qui est peut-être le plus intéressant parmi les anciennes recettes de l'oie, les plus originales, c'est la soupe noire. La soupe faite à la base du sang de l'oie, maintenant plutôt de canard, qui est très intéressant de notre point de vue parce que c'est une des rares recettes du XVIIe siècle qui sont conservées inchangées, intouchées jusqu'à aujourd'hui. Puis, il y a une grande discussion où c'est perçu comme quelque chose extraordinaire, c'est très très apprécié, mais il y a beaucoup de gens, la plupart en fait, qui les détestent, qui ne sont pas capables d'imaginer en Pologne qu'on peut manger une soupe ou un produit fait à la base du sang. Donc, c'est quelque chose qui fait
un peu d'émotion, hein, quand on invite les gens au nord de la Pologne, et s'il y a les invités du sud de la Pologne, ils sont parfois choqués, ils sont dégoûtés, ils ne veulent pas les manger, ou ils sont choqués qu'on peut manger un truc comme ça. Très apprécié au nord de la Pologne. Depuis le XVIIIe siècle, on a en Pologne une grande influence française dans la cuisine. L'exemple, c'est une traduction de la cuisinière bourgeoise, le plus fameux livre de cuisine français du XVIIIe siècle. Là, il y a aussi beaucoup de recettes suédoises, mais ce sont vraiment les recettes françaises du XVIIIe siècle, bien sûr. Puis, quelqu'un qui a été mentionné, le cuisinier du dernier roi de Pologne, Paul Trémaux, fin du XVIIIe siècle, qui a proposé de faire une sorte de synthèse de la cuisine française, cette délicate, naturelle, et de l'ancienne cuisine polonaise, cette archaïque, épicier, sucré, acide. Loi de Pologne, si on la cherchait en Pologne il y a 5 années, c'était toujours emballé, présenté comme un produit polonais, mais pour les Allemands. Hein. C'était intéressant. Voilà, vous avez Junge Polnische Gans, jeune loi de Pologne, mais en allemand. Maintenant, on mange beaucoup plus de lois qu'auparavant. C'est un grand succès, non seulement de l'exportation, mais aussi des marchés internes. La plus grande quantité est mangée en novembre, vraiment avant et après, avant, pendant et après la fête de Saint-Martin. Presque tous les restaurants polonais en novembre proposent les menus de lois et plusieurs produits. Les premiers livres de cuisine de notre région, c'était assez tard, c'est le 19e siècle, donc c'est en allemand, en polonais. Les Allemands et les Polonais à l'époque, c'était l'occupation allemande, c'était le règne de l'empereur Guillaume. Les Polonais et les Allemands ne s'aimaient pas trop, il y avait beaucoup des hostilités, beaucoup de nationalisme, mais au niveau de la cuisine ici, et au niveau des lois particulièrement, il y a une unification et l'alliance parfaite. C'était la même loi, les mêmes goûts, les mêmes plats, et les mêmes héritages jusqu'aujourd'hui, à tel point que cette loi de Pologne est vraiment conçue en Allemagne comme quelque chose d'allemand, et encore il y a 5 années, en Pologne, c'était aussi perçu comme spécialité allemande, venant de la Pologne, mais produit spécialement, uniquement pour les Allemands. Donc, les plus vieux livres de cuisine de notre région ont, sur la couverture, une représentation de la cuisinière ou serveuse qui propose loi, qui propose un plat pour une grande famille, plat de festivité, plat de Saint-Martin. Ici, quelque chose présenté par Dorota Lewandowska et notre collègue qui n'est pas là, Marta Sikorska, une doctorante. Il s'agit de la place des lois dans l'ancienne pensée diététique. On imaginait très souvent hiérarchie des aliments comme une hiérarchie verticale. Le meilleur aliment, c'était les oiseaux. Donc phénix serait le meilleur, mais on n'a aucune recette. C'est quelque chose de mythique, bien évidemment. Puis, aussi les lois comme l'oiseau, beaucoup plus appréciées dans ces systèmes, comme les racines, par exemple, qui sont dans la terre. Deuxièmement, c'est ce système de la diététique humorale, déjà expliqué, l'idée que tout l'aliment est soit chaud, soit froid, soit humide, soit sec, mais aussi c'est une autre idée qu'il n'y a pas un aliment universel sain, bon pour tout le monde. Il faut vraiment proposer un aliment pour un homme concret. Parce que l'oie est plutôt, dans ce système, est quelque chose qui est chaud et puis humide. Donc, pour équilibrer l'aliment, pour faire un bon repas, il faut ajouter quelque chose qui serait sec et chaud. Donc, par exemple, pommes ou quelques épices, ou le pain d'épices chez nous, universel. Autrement, quelques exemples de la petite production artisanale des plats, des produits de notre région.
quelque chose préparé par Alexandra Kleszta-Nawrocka, qui est chef de Slow Food, se spécialise dans l'alimentation traditionnelle, travaille avec les petits producteurs, du point de vue de l'historienne, d'ethnologue. Donc, Alexandra propose une photo de cette foire fameuse de Loire. Ici, cette race nouvellement créée, un grand succès commercial, mais c'est plutôt industriel. Ici, c'est la fête du 11 novembre, ça veut dire de l'indépendance de la Pologne et Saint-Martin aussi, de 2009, début de ces grandes foires de Loire dans notre région. Ce qui est très très intéressant de notre point de vue, qu'on a, Alexandra et les autres, ils organisent depuis longtemps les workshops, les rencontres des historiens, des ethnologues et des petits producteurs. Bien sûr, avec les cuisiniers, avec les spécialistes, les producteurs qui s'occupent de la production de l'alimentation, mais nous y apportons les fruits de nos recherches, les idées, les recettes, et ça a vraiment contribué à élaborer des projets très très intéressants au succès de plusieurs petits producteurs de notre région. Donc, ce sont les photos de ces rencontres. Vraiment, très souvent, la cuisine, très pratique, mais je souligne notre rôle, peut-être modeste, mais je crois qu'il a contribué à ce succès de proposer quelque chose d'original, de proposer quelque chose premièrement oublié, parce que c'était oublié. Donc, c'était rarement que les femmes de la campagne se rappelaient de différents plats, de différents produits, ou elles se rappelaient, elles étaient convaincues que c'est rien intéressant, c'est quelque chose d'ordinaire, quelque chose de la campagne, quelque chose de normal, pas du tout élégant. Il fallait les vraiment convaincre avec l'histoire que c'est quelque chose d'extraordinaire, que les gens de la ville, que les gens des grandes villes y seront intéressés et pourraient acheter ces produits. C'est une productrice fameuse de notre côté qui est spécialisée particulièrement dans la production d'une sorte de magret de Loire fumé, une sorte de jambon de Loire, une grande spécialité, peut-être la plus grande. On voit ici, on prépare la poitrine de Loire, on la marine dans une sorte de saumure, on la sèche un peu, on la fume. Donc c'est un peu cru, très frais, mais en effet on a ce qu'on appelle en polonais pół gęsek, ça veut dire une demi de Loire, parce qu'au début c'était vraiment une demi, maintenant c'est une version très luxueuse, c'est vraiment les poitrines de Loire. Et les Polonais aiment beaucoup le goût, l'aroma, la saveur de quelque chose fumé. Plus c'est fumé, plus c'est meilleur. Parfois, les gens de l'étranger, particulièrement les Italiens, ne l'apprécient pas trop, mais pour nous, ça doit avoir beaucoup de saveur de quelque chose fumé, très très fumé. Un peu cru, mais fumé. Si fumé, c'est pas cru. Alexandra, avec les autres collègues, avec son Slow Food, elle organise très souvent concours, compétitions pour les élèves de différentes écoles gastronomiques. Un autre exemple, navet, mais chou navet, c'est une... Bon, biologiquement c'est la même chose, mais c'est une espèce un peu plus différente. Chez nous, on fait une sorte de soupe avec des restes, des petits morceaux de Loire, de viande, vraiment des restes de ce qu'on a du corps ou des pâtes. C'est une soupe qui s'appelle soupe de Loire, mais l'ingrédient principal, c'est les légumes. Maintenant vraiment oublié ou même méprisé comme la nourriture des pauvres, mais depuis quelques années, vraiment à la mode, recherchée et très appréciée. Et voilà notre poitrine de Loire fumée, notre magret de Loire. Mais ça s'appelle une demi de Loire à la Kujawienne, de la Kujawii, c'est la région. Vraiment extrême, très très bon. Il faut venir le 11 novembre à Toruń. Voilà encore une fois la manière de la préparer, manière de la mariner, préparation pour fumer. Et notre productrice qui est devenue vraiment une star. Une autre spécialité, c'est difficile à traduire, j'essaie de l'expliquer. C'est une sorte, on pourrait dire que c'est une sorte de tartare de Loire. Mais ce n'est pas les tartares, on ne prend pas vraiment de bonne viande, on prend ce qui reste après plusieurs préparations. On pourrait dire que ce sont les restes de viande
du corpus, de la reste de viande de pâte. On ajoute beaucoup de gras, marjolin, poivre, etc. On les marine un peu, on les mange aussi cru. C'est très très apprécié. Maintenant, encore une fois, cette soupe noire du sang de l'oie ou de canard, symbolique pour nous. Et puis la place où parfois c'est préparé à notre région, c'est le village de Gruczno, où dans la 3e week-end du mois d'août, on prépare une grande fête alimentaire. Mais cette renaissance de l'oie a contribué aussi à la renaissance de toute la tradition culinaire et la petite production en Pologne. Voilà.